Compte rendu de la 75e réunion du Conseil de ministres. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, la première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a présidé ce vendredi 23 décembre 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 75e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de la première ministre chef du gouvernement. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions. Et 4. Examen et adoption de textes. La communication de la première ministre et chef du gouvernement a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De sa participation à la semaine du développement durable à Abu Dhabi. La première ministre a fait le point au Conseil de son séjour à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis du 12 au 14 janvier 2026, où elle a eu le privilège de représenter le président de la République chef de l'État à la semaine du développement durable d'Abu Dhabi, accompagné du ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Cette mission, a-t-elle précisé, s'inscrivait dans le cadre de la diplomatie économique, climatique et énergétique de notre pays, avec pour objectif de positionner la République démocratique du Congo comme un acteur stratégique et crédible de la transition énergétique mondiale. Cette 17e édition a été marquée notamment par la remise de prix Zayed pour la durabilité en présence des hautes autorités des Émirats arabes unis, dont son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Participant au panel sur les infrastructures pour tous, les dirigeants face à l'avenir de l'accès à l'énergie, aux côtés notamment du président de Madagascar et de la vice-présidente de la Namibie, la première ministre a rappelé le plaidoyer fait en faveur d'un développement durable et équilibré, fondé sur des actions concrètes face au changement climatique et sur une coopération renforcée et juste entre les pays du Nord et du Sud, en mettant en exergue le rôle de la République démocratique du Congo comme pays solution. Ainsi, elle a demandé au ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, en charge des objectifs de développement durable, de proposer au Conseil de ministres une synthèse permettant de tirer profit des opportunités qu'offre ce forum à travers des projets structurants en collaboration avec les ministères sectoriels concernés. À la suite des échanges qu'elle a eus notamment avec le ministre du Commerce extérieur émirati, notamment sur l'accord de partenariat économique global entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, elle a invité le ministre en charge du Commerce extérieur d'assurer les suivis de ce dossier aux fins de sa concrétisation par sa signature dans les meilleurs délais. En marge des travaux, elle a visité les nouveaux sièges de la représentation diplomatique de la République démocratique du Congo aux Émirats arabes unis, illustrant l'engagement du gouvernement en faveur d'une diplomatie économique moderne. Le deuxième point de la communication de la première ministre chef du gouvernement a porté sur l'avancement des préparatifs de la 13e conférence des gouverneurs de province. La première ministre est revenue sur l'évaluation approfondie qu'elle a initiée dans les cadres de préparatifs de la 13e session de la conférence de gouverneurs de province convoquée par le président de la République et qui doit se tenir en province du Kwilu et qui a été décalée. Cette démarche, a-t-elle martelé, vise à mesurer concrètement les niveaux d'avancement de préparatifs logistiques, sécuritaires et infrastructurels indispensables à la réussite de cet événement majeur de la gouvernance territoriale de notre pays. À l'issue de cette évaluation, il ressort que les efforts déployés par le gouvernement provincial du Kwilu et le secrétariat permanent de la conférence de gouverneurs sont notables. Toutefois, certaines actions nécessitent d'être renforcées pour garantir les succès de la conférence susmentionnée ainsi que la mobilité du président de la République lors de l'itinérance prévue à l'occasion de ces travaux. Et pour surmonter ces défis,
le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, a été instruit en collaboration avec le ministre des Finances ainsi que celui des Infrastructures de finaliser sans délai le processus de contractualisation des travaux de réhabilitation des aéroports de Bandundu et Kikwit et de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la réalisation rapide et efficace de ces travaux. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'état et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la participation du président de la République au Forum économique mondial de Davos en Suisse, indiquant l'intérêt que représente la République démocratique du Congo dans ces secteurs au plan international. Le soulagement de la population de la ville de Vira, dans le sud Kivu, consécutif au retrait de troupes coalisées RDF M23, et ce malgré les scènes de pillage enregistrées au cours de leur retrait. La désapprobation et la dénonciation de membres de la communauté Banyamulenge, contraints par la force d'accompagner des troupes coalisées RDF-AFC lors de leur retrait de Vira au motif qu'ils seraient victimes d'une stigmatisation. Au plan politique, le Conseil de ministres a été informé de la tenue d'une réunion d'évaluation qui a été convoquée par la Première ministre afin d'activer les mécanismes de restauration progressive de l'autorité de l'État, en commençant par Uvira, ville meurtrie par des scènes de pillage, œuvre de forces terroristes. En exécution des instructions reçues à l'issue de la dite réunion, il a été lancé en urgence, jeudi 22 décembre 2026, la Télé nationale pour la restauration de l'autorité de l'État, qui a réuni les experts des secteurs concernés en vue d'élaborer une feuille de route à exécuter conformément aux accords signés par la République démocratique du Congo à Washington et à Doha. Les conclusions des concertations autour des questions essentielles permettront qu'une feuille de route soit élaborée et servira de guide aux différentes étapes à déployer pour restaurer l'autorité de l'État, prioritairement à Uvira, et cela pourra servir également pour toutes les autres villes et territoires actuellement occupés par les forces coalisées des RDF M23. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a tenu à rappeler que son ministère continue de travailler à bâtir une police nationale congolaise professionnelle, disciplinée et respectueuse des droits humains au service de la population, et ce au lendemain du procès en flagrance qui a concerné 3 policiers qui ont été condamnés à des servitudes pénales parce que ayant fait l'apologie du vol de certains biens de paisibles populations. Au chapitre de catastrophes et sinistres, il a été fait mention des cas de naufrage sur le lac Moero et de boulement de terre à Salamabila. Les 2 cas ont coûté la vie respectivement à 5 passagers et à un creuseur artisanal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport en faisant le point de la situation aux frontières. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présenté quant à lui la situation opérationnelle sur les différents fronts, principalement dans le nord et sud Kivu. Après le retrait de troupes de la coalition RDF M23 dans la ville de Vira, les unités de forces armées de la République démocratique du Congo ont repris leur position initiale pour la défense ferme de la ville et la protection de nos populations, dont les membres de la communauté Banyamulenge. Il a relevé que le chaos envisagé par l'ennemi en instrumentalisant les communautés locales ne s'est pas produit grâce aux instructions fermes transmises aux différents commandants des opérations et aux autorités de la justice militaire en vue de sanctionner toute forme de dérapage. En Ituri, nos forces armées ont pris l'ascendant sur le milicien de la CRP, dont les capacités opérationnelles ont été considérablement réduites, suivies de la reddition de certains de ces éléments. Dans la partie ouest, les efforts de l'opération Ngemba sont intensifiés dans les périphéries de la ville de Kinshasa pour mettre fin à l'insurrection des Mobundo réfractaires au processus de démobilisation. Au sujet de la situation épidémiologique, les ministres de la Santé, Hygiène et Prévention sociale
a présenté la situation principalement pour ce qui concerne le choléra. L'effectif de nouveaux cas a accru de 1348 à 1638 cas suspects, dont 8 décès, soit une létalité de 5% au cours de la semaine, contrairement à la semaine épidémiologique précédente. Au cours de la même période, Kinshasa a enregistré 19 cas suspects et 2 décès, 30 malades actifs contre 25 cas actifs la semaine précédente, sont pris en charge dans les centres de traitement de choléra. Au sujet du Mpox, la tendance à la baisse se poursuit. Le nombre de nouveaux cas a chuté de 271 à 133. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a aussi fait le point des actions de riposte qui se poursuivent pour faire face à ces différentes épidémies. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux a, dans le cadre de sa note d'information, présenté au Conseil la situation actuelle du FRIVAO et des mesures correctives qui ont été engagées. Il a rappelé que depuis mi-novembre, des consultations ont été menées avec les parties prenantes à différents échelons, ce qui a permis de poser les bases des actes immédiats pour éviter l'effondrement total de l'institution. Ainsi, la suspension du comité de coordination a été levée en décembre 2025 afin de rétablir un minimum de gouvernance et de mettre fin à une situation de blocage institutionnel. Les arriérés des salaires, des loyers et des charges administratives ont été réglés pour préserver la continuité de l'outil administratif. Par ailleurs, une injonction a été donnée au procureur général près la Cour de cassation afin d'ouvrir des enquêtes sur les fausses victimes, les réseaux d'extorsion et les détournements présumés, car il est question ici de protéger les véritables victimes et de réaffirmer l'autorité de l'État. En attendant, les constats font état de l'augmentation incontrôlée de l'effectif des victimes, passant d'environ 3 000 victimes certifiées à plus de 14 000 voire 16 000 pour la seule ville de Kisangani. Des pratiques de fraude, de manipulation et des pressions politiques locales mises en évidence, d'une confusion persistante installée entre les réparations judiciaires dues aux victimes et des attentes sociales plus larges de l'utilisation des fonds destinés aux indemnisations pour couvrir le fonctionnement courant du fonds ainsi que la dégradation de la sécurité physique des mandataires et du personnel à Kisangani. Face à cette situation, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a expliqué les décisions urgentes à prendre afin de restaurer la crédibilité, la transparence et l'efficacité de ces fonds dont la mission est directement liée à la réparation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda sur les territoires nationaux, principalement dans la province de la Tchoup. Note d'information relevant du secteur des infrastructures. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a informé le Conseil de l'organisation de la première édition de la Conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics en République démocratique du Congo. Placée sous le thème « Infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en République démocratique du Congo », cette conférence rassemblera près de 500 acteurs de premier plan à Kinshasa du 28 au 30 janvier prochain. Elle s'inscrit pleinement dans la logique des initiatives sectorielles approuvées en Conseil de ministres visant à aligner les politiques publiques sur les priorités nationales. Ces assises ont pour objectif de positionner les ministères des Infrastructures et Travaux publics comme architectes stratégiques du secteur des ITP, pilotage, régulation, reconstruction durable, promouvoir l'innovation technologique, l'attractivité des investissements, partenariats publics-privés, fonds verts et le renforcement des capacités humaines, produire des livrables concrets, feuille de route opérationnelle 2026-2030, déclaration de Kinshasa, mécanisme de suivi multi-acteurs avec indicateurs clés de performance. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a précisé que cette conférence soutiendra la vision présidentielle de modernisation infrastructurelle et renforcera la coordination interministérielle. Elle sera suivie début février par l'organisation de l'atelier des démarrages de travaux de la Commission nationale sectorielle sur l'élaboration des normes de construction et des infrastructures en République démocratique du Congo. Note d'information relevant du secteur du genre famille et enfants. La ministre du genre famille et enfants a présenté le projet d'enquête sur la connaissance du genre et son intégrité dans les ministères sectoriels.
Prévue pour être officiellement lancée le 26 janvier 2026, cette enquête consistera en un questionnaire en ligne adressé au cadre des directions normatives, aux responsables des programmes ou des structures spécialisées et aux points focaux genre de l'ensemble des ministères sectoriels. L'objectif est d'évaluer et d'obtenir un diagnostic national sur le degré de connaissance, de compréhension et d'appropriation de l'approche genre en vue de renforcer son intégration effective dans les politiques, programmes et appuis techniques. Il s'agit d'un outil d'aide à la décision au service du gouvernement, indispensable pour renforcer la cohérence de l'action publique, honorer les engagements nationaux et internationaux et promouvoir un développement équitable et durable en République démocratique du Congo. La pleine adhésion et la collaboration active de tous les ministères sectoriels ont été sollicités en vue de garantir la réussite de cette initiative. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 74e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 9 janvier 2026. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. 3 textes ont été soumis à l'examen. Il s'agit premièrement du projet d'ordonnance loi. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux a soumis 2 textes au Conseil pour examen et approbation. Le premier, il s'agit du projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours débutant le 1er février 2026. Le deuxième projet d'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2022 portant code judiciaire militaire. Ces textes introduisent la possibilité de faire juger un prévenu par des juges de grade inférieur, mais de la même catégorie, lorsqu'il y a impossibilité de constituer les sièges avec des juges plus gradés ou moins anciens dans le grade. Cette possibilité concernera aussi l'officier du ministère public audiencier. Il a ainsi le mérite d'assurer la flexibilité des règles qui gouvernent l'administration de la justice militaire, ainsi que leur adaptabilité autant que possible avec les réalités militaires. Après débat et délibération, ces 2 textes ont été adoptés. Projet de décret. Le ministre des Finances a soumis au Conseil, pour examen et approbation, le projet des décrets modifiant et complétant les décrets numéro 08/15 du 28 juin 2008 portant détermination des spécifications techniques des plaques d'immatriculation relevant de la compétence de la Direction générale des impôts. Ces textes prennent en compte les 5 innovations majeures adaptées aux réalités actuelles, à savoir le remplacement du code CGO par COD, ce qui aligne la codification nationale sur l'abréviation internationale officielle de notre pays, conformément aux normes ISO, et met fin à la confusion historique avec le code CGO du Congo-Brazzaville. L'introduction du code KIER comme élément de sécurité et de traçabilité, la création d'une carte rose électronique d'immatriculation, l'introduction des plaques à personnaliser à titre exceptionnel pour les particuliers, la suppression de la terminologie plaque minéralogique. Ainsi, les nouvelles plaques d'immatriculation à mettre en circulation seront en plexiglas, un choix du matériau motivé par ses avantages déterminants par rapport à l'aluminium. Ces textes cristallisent une réforme majeure dans la modernisation du système de matriculation et la lutte contre la fraude et les contrefaçons des plaques. Son adoption permettra de sécuriser les recettes, de renforcer la transparence et d'améliorer la gouvernance technique et fiscale des opérations d'immatriculation. Ceci permettra également de favoriser la mise en œuvre de la réglementation sur la vidéo-verbalisation en matière de contravention routière adoptée par notre gouvernement en avril dernier. Après débat et délibération, les conseils a adopté ces projets de décret. Commencé à 14h20, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h15. Je vous remercie. Égale à elle-même. 2 300
345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km.